À fin 2024, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ affiche un bilan marqué par un soutien aux porteurs de projets. En 12 ans d'existence, l'institution a financé 6 929 initiatives, mobilisant 9,6 milliards de francs CFA de crédit et contribuant à la création de plus de 27 000 emplois. Au-delà du financement, le FAEJ mise sur la formation et l'accompagnement des jeunes. Près de 40 000 bénéficiaires ont été formés à l'auto-emploi avec l'appui d'incubateurs spécialisés. En mai 2024, un progrès a été observé avec le lancement de l'application mobile ADAS en partenariat avec le PNUD, un outil pour faciliter l'accès aux ressources entrepreneuriales et à un encadrement technique adapté. Ces initiatives participent à l'organisation de l'écosystème entrepreneurial togolais. L'objectif du FAEJ reste de permettre aux jeunes de concrétiser leurs projets dans un environnement plus favorable tout en contribuant à la lutte contre le chômage. Si les résultats sont encourageants, le défi reste de pérenniser ces entreprises et d'assurer leur croissance à long terme. L'accès au financement, l'adaptation aux mutations économiques et la digitalisation figurent parmi les enjeux à venir. Le FAEJ devra ainsi poursuivre son évolution pour répondre aux attentes des entrepreneurs et consolider son impact sur le développement économique du pays. La lutte contre la corruption est-elle inefficace au Togo? La question revient sur toutes les lèvres, surtout au lendemain de la publication du rapport de Transparency International sur l'indice mondial de la corruption. Depuis 2023, le pays n'a gagné qu'une seule place dans le classement de 2024. En 2023, le pays était classé 122e sur 180 pays du monde avec 32 points sur 100. Il est arrivé à occuper le 121e rang en 2024. Selon Transparency International, la lutte contre la corruption au Togo a du plomb dans l'aile. L'organisation reproche au pays le manque d'action concrète sur la répression des actes de corruption. La gestion des fonds Covid-19 a été donnée comme référence en matière d'impunité des actes de corruption. Cet état de choses fait dire à Transparency International que les citoyens togolais s'étaient sentis frustrés avec l'évacuation du dossier des fonds Covid. Transparency International impute l'inefficacité de la lutte contre la corruption à la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption (HAPLUCIA). Bien avant l'affaire des fonds Covid-19, c'était l'affaire des Cannes 2013 et 2017 et celle de la réhabilitation de la route Lomé-Vaughan en foin qui cristallisait les débats. Depuis 2019, que l'institution de lutte a annoncé avoir transmis ses dossiers à la justice, les choses sont restées en l'état jusqu'à l'actuel rapport de Transparency International, soit 5 ans d'inaction sur ces dossiers. Par ailleurs, Transparency International fait remarquer par contre que d'autres pays africains ont affiché des performances de lutte contre la corruption. D'autres pays cependant dégringolent du classement chaque année selon l'analyse des résultats combinés de ces pays, toujours selon le nouveau rapport de Transparency International. Les rideaux sont tombés sur le 38e sommet de l'Union africaine ce dimanche 16 février à Addis Abeba, en Éthiopie. Si le renouvellement du bureau de la commission de l'organisation a été le principal sujet de la rencontre, l'occasion a été aussi pour les représentations des pays de plancher sur les maux du continent. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a cédé la présidence de la commission de l'Union au Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. À l'heure actuelle, le continent est confronté à plusieurs crises. Conflit meurtrier au Soudan, reprise de la guerre dans l'est de la RDC avec un risque d'escalade régionale, une crise post-électorale au Mozambique, puis la menace terroriste persistante dans le Sahel. Depuis la multiplication des crises sur le continent, il est reproché à l'organisation continentale d'être trop absente, surtout sur des crises majeures comme la guerre au Tigré, au Soudan et actuellement en République démocratique du Congo. Au-delà des crises politiques, l'Afrique subit depuis des années une pression financière sans précédent. La majorité des pays du continent consacrent plus de la moitié de leurs richesses au service de la dette, limitant ainsi leur capacité à investir dans les services essentiels comme l'éducation et la santé. Selon nombreux analystes, le système financier actuel des États africains avait été conçu quand ceux-ci étaient encore des colonies et non des nations souveraines. Par ailleurs, ce 38e sommet de l'Union africaine
a conduit à l'adoption de la décision qualifiant l'esclavage, la déportation des peuples africains et la colonisation comme crimes contre l'humanité et génocide contre les peuples africains. En Afrique, plus de 12 millions de personnes travaillent dans le secteur de la pêche. Ceux-ci assurent non seulement la sécurité alimentaire des populations du continent, mais aussi au-delà. Selon un récent rapport publié par le panel Malabo-Montpellier, qui est un groupe d'experts internationaux spécialisés en agriculture, le continent noir a plus que quintuplé sa production aquacole entre 2000 et 2022. Ainsi, le rapport précise que le volume de production de l'aquaculture en Afrique est passé de 0,45 millions de tonnes en 2000 à 2,51 millions de tonnes en 2022, ce qui représente d'ailleurs le rythme de croissance le plus rapide à l'échelle mondiale. Cette multiplication de la production enregistrée sur la période est caractérisée par la forte demande des produits issus de cette filière. Par ailleurs, il ressort que l'Égypte est le pays qui produit le plus. Le pays enregistre 62% de la production aquacole sur le continent. Le Nigeria le suit avec une production de 10%. Ainsi, faut-il souligner que d'ici 2050, le continent devrait enregistrer une hausse de 74% de sa production de produits halieutiques. Depuis un mois, une centaine de parachutistes ivoiriens ont déjà pris leur quartier dans cette base militaire de Port-Boué. Il faut dire que, étant donné la grandeur de ce camp, nous avons accès à beaucoup plus d'infrastructures et c'est un avantage. Comme ce champ de tir où les militaires ivoiriens s'entraînent, conseillés par des Français. C'est plus pratique parce que le champ de tir, il est à un pas. À tout moment, on peut débarquer et puis s'entraîner. Cette rétrocession, négociée depuis 2 ans, ne signifie pas la fin de la coopération entre les deux pays. D'ailleurs, une centaine de militaires français vont rester pour faire de la formation. C'est un moment historique pour nous. Pour les Ivoiriens aussi. On ne fait pas de table rase du passé, mais on passe sur de la coopération qui est, on pourrait dire, nouvelle génération, avec une dynamique qui part des besoins exprimés par nos partenaires ivoiriens, et puis un entraînement qui se veut plus réactif, adaptable, et qui vient en grande partie de France. Présente depuis la colonisation, l'armée française est intervenue à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, notamment avec l'opération Licorne lors des différentes crises entre 2002 et 2015. Ce collectif regroupe des victimes de la crise de novembre 2004, en particulier lorsque l'armée française a tiré sur des manifestants à l'Hôtel Ivoire. Ce qu'on demande, c'est la réhabilitation de toutes ces personnes qu'ils ont handicapées, qu'ils ont tués, c'est tout. Il faut qu'ils repartent tout ce temps avant de parler d'un quelconque départ. Tant que cela n'est pas fait, je pense que c'est un bilan qui est négatif à mon avis. Du côté des quelques 300 employés civils ivoiriens du camp, c'est l'inquiétude symbolisée par ce bandeau rouge. Le personnel civil demande la reconnaissance de l'État français. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en interne, ce sont des études, ce sont des réunions de travail concernant le volet de reclassement. Mais en ce qui concerne le volet d'indemnisation financière, il est du ressort de Paris. Et nous sommes toujours dans l'attente. Selon les autorités françaises, des discussions sont en cours avec le gouvernement ivoirien sur ce sujet. Les contrats des personnels civils se terminent fin juin, car la passation complète de la base militaire va se faire progressivement jusqu'à l'été prochain. Alors que le Niger est dirigé par des militaires depuis le coup d'État de 2023, une commission nationale a recommandé une transition politique d'au moins 5 ans vers un régime démocratique. Cette décision prise à l'issue de discussions nationales prolonge encore le délai de 3 ans proposé initialement par l'armée au moment de l'éviction du président Mohamed Bazoum. Une proposition qui avait été rejetée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et qui avait intensifié les désaccords politiques entre le bloc régional et le Niger et ses voisins, le Mali et le Burkina Faso. Les pays ont depuis quitté l'organisation pour former l'Alliance des États du Sahel. L'un des vice-présidents de la commission a donc déclaré à la télévision nationale que la durée de transition de 60 mois pourrait toutefois changer en fonction de la situation sécuritaire. S'ajoute à cela la dissolution des partis politiques avec une nouvelle charte autorisant 2 à 5 partis politiques. Les travaux de la commission ont donné lieu à des consultations avec plus de 700 délégués, dont des avocats, des architectes et des enseignants. Les partis politiques n'y ont pas participé. Le rapport de la commission sera remis aux militaires au pouvoir qui prendront la décision finale sur le calendrier de la transition.
Scène de chaos dans la coopérative du marché de Kadoutou. Le cœur économique de la capitale du Sud Kivu a été dévalisé avant d'être incendié ce week-end. Le gardien des lieux, Badessiré Kadoulou, était présent quand les pillages ont commencé le soir du vendredi 14 février. J'ai entendu des crépitements de balles, alors j'ai fui directement. C'était une débandade. Je suis revenu le 17 février pour voir ce qu'il en était. Il y avait tellement de gens ici. C'était toujours le même chaos. Je travaille ici depuis 5 ans, je ne sais pas ce que je vais devenir aujourd'hui. Chaussures calcinées, vêtements abandonnés. Voici les dernières reliques des 10 000 commerces de Kadoutou. Des stocks entiers partis en fumée, dont celui de ce père de 9 enfants qui cumule $25 000 de dettes. Ma boutique est là, il n'y a rien, on a tout incendié. Il y avait des marchandises, des pantalons, des chemises, des t-shirts, même des souliers. Vous voyez ici ce qu'on a fait. Tout ça, on a incendié après l'avoir pillé. Je travaille avec l'argent de la banque, je ne sais pas comment les rembourser. D'ailleurs, en tout cas, je ne sais plus comment faire. Et d'ailleurs, là où j'habite, je suis locataire. Non, mais je n'avais plus une maison. Je ne sais pas comment faire les loyers ni payer les loyers. Oui. Oui. Ou même payer les dettes des crédits de la banque. Vendredi soir, alors que le M23 entre dans la ville, Bukavu s'embrase. Des milliers de civils profitent du désordre pour piller. Jean-Pierre Muganuka Luyanda est le chef de la maintenance chargé d'évacuer tous les déchets. Les dégâts sont inestimables. Ça peut prendre même 1 million à 2 millions de dollars pour qu'on puisse encore réfléchir à cette maison. Ici, on appelle cette maison la société coopérative du grand marché de Kadoutou. C'est la Pentagone de la ville de Bukavu. Ce mercredi, la situation est apaisée dans le quartier. Les rues autour du marché central grouillent de monde. Le M23, qui tenait différents meetings dans la ville, compte sur les Salongo, des travaux communautaires organisés pour restaurer l'ordre à Bukavu. À 35 ans, Barthélemy Kialondagwa fait partie des 13 millions de personnes vivant avec un handicap en République démocratique du Congo. Un chiffre estimé par le gouvernement. Beaucoup d'entre eux sont des victimes de la guerre, ou plutôt des guerres successives que connaît le pays. Barthélemy a perdu son bras à 9 ans au Sud Kivu. Alors qu'il jouait au football, un engin explosif abandonné a explosé, tuant son ami. Lui a été gravement blessé. On m'a pris directement à l'hôpital et comme l'os était cassé, il n'y avait pas moyen de réparer les éclats. J'étais obligé qu'on puisse amputer la main droite et aujourd'hui je me retrouve personne handicapée. C'est une chance exceptionnelle que la famille m'accepte d'abord dans cette situation. Ils m'ont fait suivre les traitements et les interventions chirurgicales et du coup ils m'ont accompagné à intégrer la vie communautaire. Pour Barthélemy, comme pour beaucoup de personnes vivant avec un handicap, la guerre dans l'Est réactive de très mauvais souvenirs. Et bien sûr, elle fait encore augmenter le nombre de blessés qui resteront handicapés. Voilà quelques jours, à Kinshasa, le ministère concerné a organisé une petite manifestation, une exception dans une capitale où tout rassemblement est interdit. La ministre déléguée en charge des personnes avec handicap a ainsi eu l'occasion de faire passer le message du gouvernement. Comme pour les femmes et les enfants, les personnes avec handicap ont subi et continuent à subir plus durement les affres de cette agression. Le dernier assaut du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans la partie est de notre pays a encore aggravé la situation des personnes avec handicap à cause de l'ampleur et de la nature des violences. Le ministère des personnes vivant avec un handicap a été créé en 2019 par le président Tshisekedi. Mais la ministre déléguée elle-même reconnaît manquer de fonds pour mener une politique de soutien.
Ça, c'est l'ensemble des enfants. Le 27 janvier, les combats à Goma débordent à la frontière rwandaise. 2 bombes percutent la maison de Théoneste. On n'avait pas de moyens pour s'en sortir. Parce que les bombes, les petits fusils, les combats étaient forts. En 2 jours, 16 personnes ont perdu la vie. Le bilan matériel implique près de 300 bâtiments endommagés et plus de 150 000 € de réparation. Aujourd'hui, le maire de Gisenyi affirme que la situation est stable. La ville y trouve même une opportunité économique. On voit qu'il y a un mouvement qui augmente de 2 côtés. Il y a les Congolais qui viennent consommer et les Rwandais qui vont là-bas. Pendant cette période d'insécurité, on avait entre 14 et 15 000 personnes qui traversent la frontière par jour. Et maintenant, nous sommes entre 28 000 et 30 000. Cet afflux intensifie les affaires des commerçants comme Babo Namponze Moussa. Ce Rwandais dirige une coopérative de marchandises transfrontalières depuis 2011. En 2 semaines, ses bénéfices ont augmenté de 60%. Tous nos bénéfices restaient du côté des FARDC à cause des taxes. Avec le M23, il y a un guichet unique. Il n'y a pas de commissionnaire, tout comme au Rwanda. La frontière reste aussi ouverte jusqu'à 22 h, soit 7 heures de plus qu'avant. Cette extension profite aussi aux transporteurs comme Twagira Mana, payés 80 centimes par sac acheminé. Il est passé de 2 à 3 allers-retours par jour. Nous n'avons pas de problème. On paye et on passe. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore transporté de marchandises au Congo parce qu'ils doutent encore de la sécurité là-bas. Après la prise de Goma par le M23, certains habitants de Gisenyi pleurent leur mort, tandis que d'autres y voient un moyen d'arrondir leur fin de mois. Le sommet du G20 présidé par l'Afrique du Sud s'ouvre dans un contexte diplomatique assez particulier. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio absent, les États-Unis seront représentés par Dana Brown, ambassadrice par intérim dans le pays. En cause, un différend entre Pretoria et Washington au sujet d'une réforme terrienne jugée agressive et disproportionnée par le président Donald Trump. Par ailleurs, l'ambiance à ce sommet risque également d'être plombée par les dernières déclarations du président américain contre son homologue ukrainien, qu'il a traité de dictateur sans élection. L'Europe en colère, puisque mise à l'écart des négociations, a promis de continuer à soutenir l'Ukraine. C'est dans ce contexte que les ministres des Affaires étrangères du G20 ont commencé à se réunir à Johannesburg autour du thème Solidarité, égalité et développement durable.